Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 7 mai. Au moment où je vous parle, c'est l'investiture nouvelle de Monsieur le Président de la République, mais moi, j'ai décidé de conserver un peu de temps pour vous. Pourquoi? Parce que nous sommes à quelques jours des épreuves écrites, en particulier de l'épreuve UV1 le matin et l'épreuve UV2 l'après-midi. Pour l'UV1, la révision jusqu'à la dernière limite, c'est-à-dire jusqu'au lundi soir, c'est de relire régulièrement les référentiels des deux professions, mais surtout revoir les normes d'exercice professionnel des commissaires, les normes professionnelles des experts comptables et également, bien sûr, de revoir la déontologie qui n'est pas longue à relire de toutes les deux professions et de revoir les dernières annales. Et pour bien vous situer les révisions et les questions types, vous regardez sur les dossiers qui sont souvent présentés par notre partenaire privilégié que j'admire avec toutes mes sans réserve, c'est Compta Online, qui nous apporte énormément de choses et qui nous remet des annales avec des corrigés proposés par des professionnels de grand niveau, et ces corrigés sont aussi des cours pour ceux qui préparent le DEC. Mais vous regardez particulièrement, voyez-vous, parce qu'il y a des questions qui reviennent et ces premiers pronostics sont celles-là. Vous regardez particulièrement les questions de 2016 et 2017. En regardant bien les questions 2016-2017, regardant bien les questions qui ont été proposées dans la revue fiduciaire comptable en avril 2022, rien qu'avec ces questions qui ont été posées par nos deux confrères qui ont fait des pronostics de questions en avril 2022 sur la revue fiduciaire comptable et revoir les épreuves 2016-2017, vous avez déjà, si vous les préparez bien, vous avez déjà la moitié des points. Maintenant, je vais parler de l'UV2 et vous apporter enfin mes pronostics pour l'épreuve UV2. Pour moi, l'UV2, avec mes auditeurs, nous avons vu toutes les annales du DEC et nous avons eu la chance d'avoir deux groupes importants. Un groupe de DEC traditionnel et un groupe de DEC VAE qui ont été invités à suivre les cours, mais qui aussi derrière leur fonction à l'intérieur des cabinets comptables, à l'intérieur des entreprises qu'ils dirigent, ils ont pu nourrir d'une manière professionnelle, convaincante, les différents points que présentaient les annales de 2010 à 2021. C'est-à-dire que l'analyse des annales ne s'est pas contentée de lire les corrigés, mais a provoqué, à travers la présence de grands professionnels qu'ils démontreront lors de leur passage en VAE, ont démontré que les anecdotes qu'ils apportaient sur des points précis, comme les apports partiels, les problèmes éventuels de conso, les problèmes aussi de branches d'activité, les problèmes concernant la monnaie étrangère, les problèmes concernant l'ECF récent, on en a parlé beaucoup de l'ECF, même si les annales n'en parlaient pas, je reviendrai tout à l'heure sur mes pronostics. J'aimerais aussi que vous compreniez que les corrections avec des professionnels et la discussion, puisque toutes nos corrections annales 2010 à 2021 ont été réalisées à travers nos discussions avec les textes de 2022. Nous n'avons pas repris bêtement les corrigés de 2010-2011, on a tout modifié, les corrigés, pour que nous puissions, avec aussi les anecdotes, et c'est ça qui fait la différence entre une formation et un acquis d'expérience. Je considère que la manière de corriger les annales
pour mes candidats VAE, c'est un acquis d'expérience parce qu'au cours de ces corrections, ils se sont enrichis des confidences, des difficultés qu'ont rencontrées les amis qui se sont exprimés et qui ont rencontré de manière précise ce genre d'expérience. Et pour couper court au fait que l'on dise que suivre des cours de DEC corrigé, c'est pas de l'expérience, j'aimerais rappeler à ces personnes qui ont dit lors du jury 2021, c'est bien de suivre la formation, mais c'est pas de l'expérience. Je suis désolé de les contrecarrer, parce que n'oubliez pas que le texte qui présente l'UV2 dit ceci, dit que le programme théorique est le même que le DCG et le DSCG, mais que cette épreuve fait ressortir le caractère professionnel et l'expérience du candidat. Quand on corrige une épreuve qui est une épreuve professionnelle, que l'on met à la date de l'année 2022 et qu'on demande à des professionnels qui nous écoutent et qui sont des futurs candidats, soit au DEC traditionnel ou au DEC VAE et qui ont vécu, on améliore l'acquis de nos auditeurs. Et moi, je revendique que mes formations ne sont pas que des formations, mais sont des acquis d'expérience pour mes candidats qui passeront la VAE. Je reviens pour dire que cette épreuve UV2 doit être aussi marquée par l'examen des épreuves DSCG 1 et DSCG 4 que j'ai donné à tous mes candidats dès le mois de février. J'ai donné le dossier corrigé et détaillé des DSCG 1 et 4 de l'INTEC et de l'État. Et je remercie mes amis de l'INTEC de m'avoir donné cette possibilité d'avoir les sujets et les corriger. J'aimerais également rappeler que les examens du certificat menant à la fois le certificat préparatoire au CAC et le certificat pour être commissaire aux comptes sont des examens qui peuvent améliorer de manière précise vos préparations pour l'UV2. Ça, c'est hyper intéressant. Et j'aimerais terminer sur des choses qu'on vient de voir avec mes auditeurs au cours de ce vendredi et au cours de ce samedi. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait le tour d'horizon complet de l'année 2021 et 2022 des revues indispensables, qui sont d'abord la revue française de comptabilité, qui est une revue pour moi la meilleure. Il y a aussi, deuxièmement, la revue fiduciaire comptable de l'année 2021 et 2022. Et il y a aussi la lettre quotidienne, 5 jours par semaine, sauf le mois d'août et les jours fériés, c'est Actuel Expert Comptable, qui tous les jours nous donne l'occasion, et c'est là l'occasion de quoi faire. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait encore ces 2 derniers jours? Nous avons ensemble, nous étions une vingtaine, nous avons repéré les pages qui avaient un point précis par rapport à ce mardi après-midi. Nous avons repéré toutes les pages de ces revues que je viens d'énoncer, toutes ces pages, pour pouvoir photocopier et les ranger dans un lexique qu'on appelle lexique documentaire, classé par ordre alphabétique, avec des légendes suffisamment claires pour permettre de pouvoir retrouver rapidement mais sûrement la réponse qui convient à la question qui vous sera posée le 10 mai. Je ne dis pas que vous allez avoir exactement la même question, mais vous aurez une réponse à 80% dans votre lexique documentaire. Je répète également un petit conseil. Gérez votre temps et surtout les amis, gérez votre rédaction. D'abord écrire bien, faire des beaux encadrés, dossiers 1, etc. Faire un sommaire qui consiste à mettre
dossier 1, page un tel, dossier 2, page un tel, voire dossier 3, page un tel. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Mais également de bien faire une feuille de brouillon par dossier, mais feuille de brouillon non pas pour rédiger, mais pour faire ressortir les mots-clés, les mots forts, qui vous permettront assurément de vous orienter vers votre lexique documentaire et qui vous permettra de trouver les réponses rapides. Le jour de votre épreuve, c'est-à-dire à 14 heures, vous allez recevoir l'énoncé de votre travail. La première chose à faire, c'est de regarder le nombre de dossiers et de faire autant de dossiers que de feuilles de brouillon. Et marquer sur chaque feuille de brouillon, dossier 1, 6 points, 72 minutes. Dossier 2, 6 points, 72 minutes. Et dossier 3, 8 points, forcément 96 minutes. Une fois que vous avez fait ça, vous lisez en diagonale, mais je dis en diagonale, ça ne doit pas dépasser 10 minutes. Vous lisez en diagonale l'énoncé complet, mais en diagonale. Vous laissez tomber les annexes, vous lisez le cœur du dossier 1, mais vous mettez les mots-clés pour savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de commissariat? Est-ce qu'on parle de mission? Est-ce qu'on parle d'expertise? Est-ce qu'on parle de CAS? Vous mettez les mots forts du dossier 1. Vous lisez rapidement le dossier 2. Vous lisez éventuellement rapidement le dossier 3 et vous mettez simplement les mots forts, les mots-clés. Une fois que vous avez fait cette lecture rapide qui vous amène à 14h15, 14h12, vous devez savoir par quel dossier vous allez commencer. Car votre problème, les amis, c'est d'avoir 10 au minimum. Et avoir 10 au minimum, c'est aller vers le dossier qui, malgré le temps que vous avez prévu pour ce dossier, sera réalisé en moins de temps parce que vous êtes à fond sur ce dossier. Donc, si c'est le dossier 3, vous commencez par le dossier 3. Sur une page, une double feuille, vous mettez dossier 3 et vous attaquez le dossier 3. Mais retenez bien le principe, qu'il ne faut pas en faire trop de pages. Retenez le principe, c'est qu'une page, c'est 3/5. Un point, pardon, c'est 3/5 de page. C'est-à-dire que votre copie, en disant l'essentiel, ne doit pas dépasser 12 à 14 pages. Je mets sur le côté l'aspect du sommaire. Le sommaire avec, je répète, les pages des dossiers, parce qu'il y a des correcteurs qui corrigent, comme je faisais dans certains cas, qui corrigent dossier par dossier. Et donc, ils ont besoin de savoir, en corrigeant le dossier 1 de toutes leurs copies, ils ont besoin de savoir où se trouve le dossier 1, à quelle page on va le trouver. C'est pour ça que l'intérêt, puis même, il faut que vous comportiez non pas comme un candidat, il faut que vous vous comportiez comme un expert comptable qui fait un beau travail pour des gens importants qui sont les correcteurs. Donc il faut soigner votre présentation comme si c'était des VIP. Et c'est des VIP les examinateurs. Moi j'étais examinateur, vous me considérez comme un VIP quand même. Donc arrêtons de rigoler, faites ça bien et vous allez voir que ça va marcher sur des roulettes. Faites ça bien et retenez bien le principe. Alors, il y a aussi un problème qui reste un point d'interrogation. À travers mes propositions récentes, je conseillais, parce que moi, quand je fais un dossier, quand je faisais un dossier, parce que j'en fais moins maintenant, quand je faisais un dossier pour des clients, je faisais toujours une introduction et une conclusion. Quand vous faites un rapport pour un expert comptable, c'est souvent un expert comptable qui vous demande de réaliser, de faire une étude, puisque vous êtes expert comptable stagiaire, et de faire une étude. Alors moi, je conseillais à mes candidats de faire une introduction qui était simple. Monsieur, madame, vous avez bien voulu me confier, madame ou monsieur, vous avez bien voulu me confier l'examen de plusieurs dossiers. Compte tenu du temps imparti, je ne pourrais pas détailler de manière très détaillée, je ne pourrais pas apporter tous les détails dont vous avez besoin, mais je me contenterai de vous donner l'essentiel et d'avoir la possibilité de pouvoir rencontrer vos partenaires demain ou d'après-demain dans les conditions les plus favorables. Mais je reste à votre disposition pour vous apporter d'autres informations et je mets le candidat. Et la conclusion, j'ai essayé toujours de revenir sur les dossiers proposés et de faire un lien, soit avec l'ancien, je dirais, thème du congrès des experts comptables, soit l'ancien thème des journées nationales qui avait un point commun tous les deux l'année dernière, c'était la relance, et de connaître déjà, et ça vous devez le connaître, vous devez rechercher sur Internet le thème du congrès 2022 pour nos amis experts comptables et le
Et le thème, à moins que ce ne soit pas encore communiqué, je pense que pour les experts comptables, je le connais, mais je vous laisse le chercher, c'est le thème de l'année 2022 pour les experts et le thème de l'année 2022 de la journée nationale qui a lieu sur 2 jours de nos amis commissaires aux comptes qui a toujours lieu entre novembre et décembre. Tandis que le congrès, il a toujours lieu première semaine d'octobre dorénavant. Première semaine d'octobre. Et il aura lieu à Paris, puisque quand on a tous les 4 ans, il revient à Paris. Donc il sera à Paris et l'année prochaine, ça sera dans une ville de province, et c'est etc. Donc ça a lieu à Paris, mais il faut que vous sachiez le thème. Je continue pour mes conseils. Donc la conclusion, c'était l'examen des dossiers que vous avez bien voulu me confier me conforte dans l'idée des travaux réalisés par les différentes instances nationales, commissaires aux comptes et bien sûr expertise comptable. En effet, tous les deux, ils ont orienté le rôle des hommes du chiffre vers la relance. Les dossiers que vous avez bien voulu me confier, à vous de voir un peu, sont dans la lignée de ces propositions et vous mettez tout simplement le candidat. Voilà. Et vous ne signez pas, vous mettez le candidat, puisque vous avez fait une introduction, une conclusion. Mais, pourquoi je dis mais? Il y a un partage, parce qu'il y a des gars qui ont demandé leur copie de correction, même s'ils ont eu 12 ou 13, ils ont demandé d'avoir, vous avez le droit de demander, tout candidat qui a passé une épreuve écrite a le droit par la loi de demander la copie de sa composition, même si vous avez eu 18. C'est bien d'avoir la copie que vous avez eu 18 pour le garder pour vous. Parce que moi, si j'ai eu 20 un coup, mais c'est une épreuve orale, je peux pas. Si j'ai eu 17 en économie au certificat de relations internationales, j'ai eu 17, j'ai demandé ma copie. Ça m'a fait plaisir d'avoir 17 en économie à une épreuve écrite de 4 heures en économie. Voilà. Mais ça, c'est important. Et là, justement, en ayant eu copie de certaines corrections et de certaines appréciations avec nos candidats diplômés des années précédentes, j'ai constaté qu'il y avait la moitié qui appréciait la conclusion et l'introduction, puis la moitié qui disait que c'était tout à fait inutile, on ne voyait pas à quoi ça servait. Alors voyez-vous, je suis partagé, je ne dirais pas faut le faire, je suis hyper partagé sur ce problème. J'aimerais maintenant vous rappeler que le lexique documentaire que j'ai mis en place depuis février avec mes auditeurs à la fois de DEC traditionnels, de DSCG avec lesquels je reprendrai tout ça en juin, avec également les DEC VAE, me donne une confiance énorme pour les épreuves à venir. Pourquoi? Parce que tous les thèmes qui ont été sur les revues précitées sont des thèmes qui sont toujours repris par les sujets de l'UV2. Je prends le dernier exemple en date. Au mois de novembre 2021, je dis à mes candidats, regardez la revue française de comptabilité d'octobre, regardez, il y a un dossier complet sur les associations. Je vous invite à le photocopier complètement et de le prendre avec vous. Eh bien, grâce à ça, il y a beaucoup de candidats qui ont passé le cap des 10, alors que certains qui venaient de me rencontrer en 2021, c'était 4 fois qu'ils passaient l'UV2. 4 fois. Ils n'avaient jamais eu 6. Et grâce à cette méthode, grâce à cette discipline que vous vous imposez, vous allez avoir la moyenne. Mais maintenant, je termine par tout ce que vous attendez. C'est mes pronostics pour à la fois le problème de l'UV2. Je reviendrai peut-être sur l'UV1 en fin de présentation. Pour l'UV2, mes thèmes favoris sont les consolidés. Je pense qu'il y aura un dossier sur les consolidés, pas d'écriture, je vous rassure. Un deuxième dossier important à travailler pour d'ici mardi, c'est la loi Dutreil et ses retombées 2021-2022. Troisième dossier, c'est la réévaluation à la fois qui a été mise en œuvre pendant la loi de 2020
2020 et 2022, la réévaluation entre guillemets due à la crise sanitaire. C'est aussi un quatrième point, c'est le fonds de commerce, un dossier hyper important sur le fonds de commerce. Dernier point, c'est l'ECF, qui n'a pas encore été posé, et grâce à la revue française de comptabilité, grâce à la revue fiduciaire comptable, nous avons, grâce aussi à Actuel Expert Comptable, nous avons constitué, mes candidats, des dossiers pointus sur ces problèmes-là. Et grâce à ces dossiers pointus, j'espère que mardi soir, j'aurai le plaisir de dire que, en particulier, voyez-vous, les publications d'Actuel Expert Comptable qu'on vient de lire, voici quelques minutes avec mes auditeurs, celle du 2 mai au 6 mai, j'ai bien dit celle du 2 mai au 6 mai, nous donne l'occasion d'avoir des textes qui peuvent intervenir pour le 10 mai, en particulier celles relatives au fonds de commerce, celles relatives à l'ECF. Avoir ces dernières informations, avoir la position, par exemple, du CNOC, je dis bien du CNOC, sur l'examen de contrôle fiscal, c'est un poids énorme dans votre copie pour le mardi 10 mai. Mais retenez, les amis, que pour gagner, il faut chasser le stress. Pour chasser le stress, il faut apprendre à respirer et à inspirer comme il faut pendant quelques secondes, à répéter. Ce sont des choses que j'ai déjà données sur LinkedIn, mais que je répéterai éventuellement. J'aimerais aussi terminer également sur le fait que vous devez respecter et essayer de tout traiter, même si vous avez l'impression que c'est incomplet. Il faut mieux tout traiter que vouloir traiter une partie convenablement. En traitant tout, vous êtes sûr sur 100 points, car n'oubliez pas, sur 100 points, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Alors, pour l'UV1, je vous demande instamment de lire toutes les nouveautés sur H3C, car il y aura beaucoup de questions sur H3C et le rôle de la commission de discipline au niveau du conseil régional, de la Chambre nationale de discipline et de H3C. Vous devez absolument potasser à fond pour l'UV1 tout ce qui concerne H3C. ANC, c'est pour la révision, c'est pour, en principe, le problème de l'UV2. Mais H3C, c'est le point essentiel pour l'UV1. Ensuite, n'oubliez pas de connaître les nouvelles normes d'exercice professionnel qui ont été évoquées au cours de l'année 2020, 2021, 2022 et qui sont en cours de rénovation, comme les NEP 540, la NP 2300. Ces NEP-là seront posés, on demandera quel est le numéro de la NEP avec une QCM qui a été, etc., qui concerne ceci. Voilà ce qu'on vous donnera. On vous donnera des numéros, on vous demandera de pointer par rapport à l'intitulé de la norme. Voilà ce que je vois. Donc H3C sera, je dirais, le hit parade de l'UV1 et les nouvelles modalités au niveau, je dirais, des votes. N'oubliez pas, les nouvelles modalités de vote pour élire les conseils régionaux, des experts, les conseils régionaux des commissaires aux comptes, les nouvelles modalités de vote pour élire les conseils régionaux et les conseils nationaux des commissaires aux comptes et des experts comptables. Retenez, parce qu'il n'y a pas encore eu de question là-dessus, mais H3C et pourquoi pas ECF, par qui peut-il être fait? On va vous dire, par exemple, ECF, vous mettre ECF peut-il être réalisé par un notaire, un expert comptable, un commissaire aux comptes, un conseiller patrimonial? Quels sont ceux qui ne peuvent pas faire un ECF? Voilà des questions qui seront posées. Je voudrais aussi terminer sur le fait que j'ai quelquefois des dents, surtout
pour certaines personnes que vous allez reconnaître, sur les professeurs d'université. Et j'aimerais m'expliquer pourquoi. Les professeurs d'université, ils ont travaillé énormément pour avoir des connaissances impressionnantes sur le plan théorique. Ils ont énormément de théorie dans leur tête et ils connaissent tout en théorie. Mais ce n'est pas des hommes de terrain. Et je le regrette. Et je vais prendre un exemple le plus évident. Quand j'étais étudiant, il y avait 2 livres que je lisais régulièrement. Les livres tome 1 et 2 de Raymond Barre sur l'économie politique. Tous les étudiants de France et de Navarre qui préparaient des éléments économiques, comptables ou financiers étaient obligés de lire les livres de Raymond Barre et je ne le regrettais pas et je l'admirais, ce monsieur. Ce monsieur, professeur d'université, doyen de l'université de Lyon, est devenu Premier ministre de monsieur Giscard d'Estaing. Et quand je lisais monsieur Raymond Barre, j'avais toutes les réponses pour lutter contre l'inflation. Et je les apprenais par cœur, parce que quand j'ai passé un concours d'enseignement, qui était le CAPET à l'époque, en 1970, à l'oral d'une épreuve, on m'a posé comment lutter contre l'inflation. J'ai exposé en 70, je dis bien, toutes les réponses que je connaissais par cœur de monsieur Raymond Barre. Ce monsieur Premier ministre, donc au cœur de la vie d'un pays, a été confronté à la crise du pétrole. Et malheureusement, malgré toutes ces réflexions qu'il avait menées depuis des années pour lutter contre l'inflation, M. Raymond Barre est le Premier ministre français depuis la Ve République qui a connu le plus haut taux de l'inflation, qui a connu un taux proche de 20%. Alors voyez-vous, mesdames, messieurs, c'est là que j'aimerais vous faire comprendre que entre la théorie d'un professeur qui s'appuie sur toutes ses expériences passées et qui vous dit voilà comment il faut lutter contre l'inflation, et d'être, je dirais, dans la vraie vie, eh bien, dans la vraie vie, ce professeur que j'ai beaucoup estimé et que j'estime encore parce qu'il avait de grandes qualités pédagogiques, il s'est trompé et il n'a pas su, dans la vraie vie, régler ce problème. Et vous comprenez pourquoi j'ai quelques réticences pour des professeurs d'université qui ne sont que professeurs d'université, mais qui n'ont pas un pied dans la vraie vie. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour certains profs d'université qui sont à la fois experts comptables et professeurs d'université. Je prends des exemples que j'ai autour de moi, comme des gens que j'admire, en particulier Madame Mérès, professeure d'université à Valenciennes, expert comptable et rédacteur avec Monsieur Robert Aubert de bouquins formidables. C'est aussi l'exemple de monsieur Hubert Tondeur, professeur, expert comptable, responsable de la chaire compta à l'Intègre, qui est présent un peu partout, quelquefois même je me demande comment il fait, j'ai l'impression qu'il a 36 heures par jour pour faire tout ce qu'il fait. Mais ça, c'est des exemples de gens qui sont à la fois des théoriciens, mais qui sont à la fois dans la vraie vie. C'est ça qu'on doit avoir comme membre du jury, non pas des professeurs d'université qui sont encore en train de relire les livres de M. Raymond Barre et qui le connaissent par cœur et qui posent des questions dans la vraie vie. Comment voulez-vous qu'un professeur qui n'a jamais mis les pieds dans un cabinet comptable puisse être membre d'un jury VAE? C'est là que je pose des questions et je me demande comment on peut arriver à mettre des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans un cabinet comptable membre d'un jury VAE. Vous allez me dire, si c'est obligatoire, parce que c'est les règlements, parce que pour avoir un diplôme universitaire, il faut que dans les jurys, il y ait des profs d'université. Oui,
des gars comme Madame Mérès, oui, des gars comme Monsieur Tondeur, oui, mais pas certaines personnes qui ne connaissent même pas ce que c'est qu'un cabinet comptable. Oui, à travers la présence de professeurs qui ont un pied dans la vraie vie, je dis oui, mais pas ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans la vraie vie et qui sont toujours avec des études, qui font faire à leurs étudiants, j'en passe et des meilleurs, et qui ensuite font des publications dans telle ou telle revue, qui sont le fruit de travaux réalisés en partie par la préparation de leurs étudiants, et j'en passe et des meilleurs. Vous allez me dire, toi, tu as été professeur. Oui, j'ai été professeur, mais j'ai eu la chance d'avoir une double activité et dans la vraie vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle plus comme un expert comptable qui est proche de ses étudiants, comme un prof qui malheureusement s'appuie sur la théorie. Je sais, j'ai appris, c'est ma dernière information, qu'il y avait un lieu de vacances que fréquentaient beaucoup les professeurs d'université ces jours derniers. C'est un village qui est assez peu connu, mais qui est formidable, qui a plein de soleil. Mais il y a une bibliothèque énorme. Ce village s'appelle Théorie. Je vous souhaite à tous une très bonne préparation finale pour cette épreuve du 10 mai. Pour ceux qui préparent encore le mémoire, écoutez sur vidéo mes préparations à la soutenance et grâce au plan que je prévois pour les soutenances, vous devez pouvoir passer vos soutenances sans trop de dégâts, sauf si votre mémoire est malheureusement pas très bien rédigée ou est cousue de fautes d'orthographe. Là, malgré tous mes conseils pour la soutenance, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Mais sachez que tous mes candidats qui passent le mémoire ont été avec moi témoins d'une relecture complète à haute voix de tout leur mémoire, de A à Z, y compris mes candidats VAE, y compris mes candidats DSCG qui font un mémoire. Je relis toujours à haute voix de A à Z. Je calcule que pour un mémoire, il me faut une demi-heure pour lire 10 pages, doit donc en conséquence 1 heure pour lire 20 pages. Comme vous savez qu'un mémoire, c'est environ 100 pages, vous savez qu'en plusieurs étapes, j'ai passé au moins 5 heures de relecture avec chacun de mes candidats qui a passé le mémoire de A à Z avec moi, y compris la notice, la rédaction du mémoire et la soutenance. Voilà, j'arrête de parler de tout ce que je fais, mais sachez que je suis quelqu'un qui est déterminé, qui est passionné, et que cette passion, j'essaie de la donner pour que vous soyez dans les meilleures conditions pour réussir. À tous, je dis à très bientôt peut-être. Je dis pas à très bientôt, je dis bravo pour la réussite le 10 mai et pour la réussite pour ceux qui passent le mémoire. J'aurai le plaisir de vous revoir peut-être comme ça pour vous dire comment ça va, mais j'espère pas vous avoir l'année prochaine dans mes cours parce que ça voudrait dire que vous avez échoué. Mais si jamais vous avez échoué, vous savez à qui vous adresser. À très bientôt.